tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Les sarkozystes au cœur de la nouvelle équipe de François Fillon. L'organigramme de campagne a été dévoilé ce matin et il fait la part belle aux proches de l'ancien président. C'est le cas avec la promotion de François Baroin, le sénateur maire de Troyes qui sera chargé du rassemblement. Le détail à suivre. Bernard Cazeneuve au secours de Benoît Hamon. Le Premier ministre s'est rendu au QG du candidat socialiste en difficulté dans les sondages et fragilisé par les nombreux ralliements à Emmanuel Macron. Une visite opportune sous forme d'avertissement. On en parle dans cette édition. 83% des Français pensent que le système fiscal est injuste, selon un sondage IFOP fiducial pour Public Sénat. Alors que la question des impôts et des taxes est au cœur de cette campagne, on verra ce que proposent les candidats à la présidentielle en matière de fiscalité. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission, #présidentielle360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 19h30, Saveria Rojek en direct du Sénat et Nora Hamadi à Bruxelles. Le multiplex, c'est tout de suite. Les 28 sont donc réunis à Bruxelles aujourd'hui pour un nouveau sommet européen. Il vient d'ailleurs d'entériner la réélection de Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Demain, il sera question de l'avenir de l'Europe sur fond de Brexit. Cécile Sixou. Brexit, zone euro en berne, crise des réfugiés, le colosse européen a été ébranlé mais il n'est pas mort. C'est en tout cas ce que veulent montrer les 27 chefs d'État européens. Ils doivent se mettre d'accord sur une déclaration commune sur l'avenir de l'Europe à l'occasion des 60 ans du traité de Rome fin mars. L'Europe doit être utile au monde. L'Europe, ça a été un exemple, et c'est pour ça que nous fêtons cet anniversaire, un exemple de paix, un exemple de stabilité, un exemple de liberté, un exemple de démocratie. Eh bien, demain, l'Europe doit non seulement être un exemple, mais doit être utile, c'est-à-dire peser sur le destin du monde. Il y a 3 jours, François Hollande a remis sur la table l'hypothèse d'une Europe à plusieurs vitesses lors d'un mini-sommet à Versailles, avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, une des hypothèses de reconstruction. L'Europe, elle doit à la fois protéger et donner du progrès. Protéger, c'est la défense européenne qui doit avancer, c'est la sécurité des frontières, c'est la lutte contre le terrorisme. Elle doit donner du progrès, c'est l'emploi, c'est la croissance, c'est une conception d'harmonisation fiscale et sociale pour que l'Europe puisse, dans la compétition mondiale, prendre toute sa place. En tout cas, les 27 pourront compter sur le Polonais Donald Tusk, tout juste élu à la tête du Conseil. Et il a insisté, il fera de son mieux pour rendre l'Union européenne meilleure. Et justement, on va tout de suite prendre la direction de Bruxelles où nous attend Nora Hamadi. Bonjour Nora, on vient de l'entendre, Donald Tusk a été réélu. Pourtant, c'était mal parti pour lui. Effectivement Delphine, c'était très mal parti. La réélection de Donald Tusk a donné lieu à un véritable psychodrame ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que le PiS, le parti Droit et Justice qui est au pouvoir actuellement à Varsovie, a fait un casus belli de sa nomination car Donald Tusk est l'ancien Premier ministre polonais, l'opposant de Beate Szydło qui est aujourd'hui au pouvoir. Ils en ont tellement fait un casus belli qu'ils ont présenté un autre candidat issu de leur rang, un candidat qui a été refusé par la plupart des capitales. Et donc, il y a 1 heure, les capitales se sont entendues pour de nouveau donner à Donald Tusk un mandat de 2 ans et demi. Il faut dire que, vu le contexte, et Cécile Sixou l'expliquait bien à l'instant dans son reportage, il est hors de question de déstabiliser l'Union européenne qui est déjà bien attaquée, crise des réfugiés, Europe de la défense à construire et bien entendu ces contours de l'Europe de demain à dessiner. Donald Tusk a dans les prochains jours une grosse mission, c'est-à-dire aller de capitale en capitale pour essayer de convaincre ses partenaires européens de dessiner ses contours. Donc hors de question pour les États aujourd'hui de déstabiliser encore plus l'Union européenne en lui donnant un nouveau président. Oui Nora, et quelle a été la position des autres pays justement sur cette réélection ? Eh bien écoutez Delphine, la position était claire. Les Polonais ont essayé de rallier le groupe de Visegrad, c'est-à-dire ses alliés historiques, et eux-mêmes en fait, ces alliés-là l'ont lâché. On attendait potentiellement de la Grande-Bretagne un ralliement, mais ce n'a pas été le cas. Donc ce vote ayant été à majorité qualifiée, la question ne se posait plus. De fait, maintenant, il va pouvoir être question du véritable sujet en fait de ce soir, c'est-à-dire l'avenir de l'Union européenne. Un sommet doit se tenir demain à 27, un format inédit sur cette question
question. L'idée est donc de se pencher sur le livre blanc de Jean-Claude Juncker qui a été présenté il y a donc une semaine et qui présente les différents scénarios pour l'Union européenne de demain, du statu quo aux États-Unis d'Europe en passant donc par une coopération différenciée ou coopération renforcée ou Europe à la carte selon les termes et selon les capitales. Le débat est ouvert et inutile de vous dire que pour l'instant il n'y a aucun consensus et il va falloir le 25 mars prochain déterminer quel avenir pour l'Europe. Et ce sera la mission de Donald Tusk, une mission d'autant plus difficile que la plupart des pays, de gros pays de l'Union européenne sont actuellement en campagne électorale. Les Pays-Bas la semaine prochaine, la France dans quelques semaines, l'Allemagne en septembre. Inutile de vous dire que ces échéances compliquent largement sa tâche. Merci beaucoup Nora pour toutes vos précisions. Politique à présent en France, il veut rapidement tourner la page des affaires et se consacrer exclusivement à la campagne. François Fillon a pour cela dévoilé son nouvel organigramme, une nouvelle équipe resserrée qui porte la marque des sarkozystes. Jérôme Rabier. Matinée chargée pour François Fillon à son QG puisque le candidat à la présidentielle a commencé de bonne heure à recevoir les centristes. De nouveau à ses côtés, ils ont obtenu des ajouts sur son projet et la validation de l'accord pour les législatives. Nous sommes tous derrière, à travailler, parce que l'ambiance est au travail. Le projet sera présenté et les centristes s'y retrouveront très bien. C'est ensuite un comité politique qui s'est tenu et là encore l'objectif est de rassembler large pour repartir en campagne avec l'arrivée de François Baroin en charge du rassemblement politique et la nomination de Luc Châtel au poste de porte-parole. Mais ne dites pas à ce dernier que c'est le retour en force des sarkozystes. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de sarkozystes, de juppéistes, de leméristes. Il y a des électeurs de droite qui veulent gagner. Il y a une France qui souffre. Et rien ne serait pire que de la mettre entre les mains de celui qui est finalement l'héritier de François Hollande. Nos électeurs de droite, ils sont en colère. Ils veulent qu'on se rassemble. Ils veulent qu'on aille au combat. Ils veulent qu'on gagne. Et donc là, il n'y a plus de chapelle. Plus de chapelle, mais une équipe élargie dont la répartition des postes doit encore être précisée. Tout comme le projet dont François Fillon présentera le chiffrage dès lundi prochain pour tenter de relancer sa campagne. De son côté, Benoît Hamon a la peine dans cette campagne. Il a reçu une visite de poids avec la venue dans son QG de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre qui est venu rappeler aux vainqueurs de la primaire la nécessité de rassembler pour contrer le Front National. Mounir Soussi. Bernard Cazeneuve au QG de Benoît Hamon pour redonner de l'élan aux candidats. Au moment où de nombreux cadres du PS rejoignent Emmanuel Macron, le Premier ministre vient s'afficher aux côtés de Benoît Hamon qui a besoin de reprendre la main dans cette campagne. C'est pour moi un immense honneur et privilège qu'il soit venu jusqu'ici pour m'apporter ce soutien. Bernard Cazeneuve s'est déplacé à la demande de Benoît Hamon. Loin d'une simple visite de courtoisie, le Premier ministre a averti le candidat sur son obligation à unifier son camp. J'ai aussi dit à Benoît Hamon ce que je lui ai toujours dit franchement. Nous sommes à un moment où il faut rassembler. Cela signifie qu'il faut inscrire l'espérance qu'il incarne dans la continuité de ce qui a été fait de positif pendant ce quinquennat. Bernard Cazeneuve invite son ancien ministre à ne pas renier le bilan. Il a effectué le service minimum et n'a déclaré formellement à aucun moment qu'il soutenait Benoît Hamon. Dans l'équipe du vainqueur de la primaire, on souhaite passer au plus vite à une nouvelle phase dans cette campagne. Maintenant, on va discuter de projet contre projet et pas ralliement contre le ralliement. Une élection présidentielle, c'est le lien direct entre une personnalité et les Français. Invité ce soir dans une émission en direct, Benoît Hamon va tenter d'enclencher une nouvelle dynamique. Pour prendre de la hauteur et revenir sur le fond, il dévoilera demain son projet européen. Et on retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec votre premier invité, Saveria, le sénateur Jean Desessard, sénateur écologiste. Il a passé la journée justement aux côtés de Benoît Hamon. Jean Desessard, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites partie donc de ces écologistes qui font partie de l'organigramme, qui sont dans l'organigramme de campagne de Benoît Hamon. Vous étiez toute la journée au QG de campagne. Ce soutien de Bernard Cazeneuve, du Premier ministre, il est majeur aujourd'hui? Il est intéressant surtout, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui dit eh bien, je soutiens Benoît Hamon, donc c'est quelque chose d'important, qu'on n'ait pas l'impression que les socialistes, au fur et à mesure, jour par jour, ils vont rejoindre Macron. C'est important qu'à un moment, le Premier ministre dise stop, quoi,
il y a un projet socialiste, il y a un projet écologiste, ça s'est rejoint. Donc il faut trouver ensemble les moyens de présenter un projet pour la France. Alors de plus en plus de personnalités, on le voit, hein, rejoignent Emmanuel Macron, hier Bertrand Delanoë, aujourd'hui Claude Barthelone. Pourquoi Benoît Hamon n'arrive pas à fédérer plus autour de lui? Est-ce que c'est un problème de stratégie ou de personnalité? C'est d'abord un problème de stratégie. Moi, j'ai bien connu ici, au moment des primaires, les débats pour les socialistes au Sénat. Hein, et ils étaient tentés par Macron déjà, quelles que soient les propositions de Benoît Hamon. Donc là, il y a un glissement qui n'est pas, qui ne vient pas de nulle part. Hein. C'est-à-dire le fait que Macron ait été un ministre important du gouvernement sous Hollande. Il représentait un courant de pensée au gouvernement. Les gens qui étaient dans ce courant de pensée au gouvernement, c'est-à-dire de non-rupture avec la situation économique aujourd'hui, ils rejoignent Macron sur ce point. Donc c'est... Valls le disait d'ailleurs, il y a deux conceptions socialistes de gouverner et il disait elles sont peut-être inconciliables. Et donc il y a une partie qui choisit de rejoindre l'ancien ministre du gouvernement Valls et qui était là comme ministre important avec Hollande. Mais que doit faire Benoît Hamon aujourd'hui pour reprendre la main? Mais il n'a pas à reprendre la main. C'est pas la question, c'est les socialistes qui avaient besoin de s'éclaircir plus tôt. Si les socialistes étaient éclaircis plus tôt, il y aurait eu deux projets différents. Le projet représenté par Macron, dans lequel se reconnaissent un certain nombre de socialistes, et Benoît Hamon, qui représente un socialiste plus soucieux des classes populaires, plus soucieux d'un changement de méthode de gouvernement, et dans lequel qui a été rejoint par les écologistes. Donc là, il a gagné la primaire sur ses idées. Il ne va pas gagner la primaire et dit je reprends les idées des autres. Enfin, c'est inconcevable. Alors, donc les autres socialistes, qu'ils sachent où ils sont. S'ils considèrent que le Parti socialiste n'a pas à être solidaire des pauvres et des travailleurs pauvres, et à ce moment-là, qui choisissent eux-mêmes de rejoindre un parti qui va continuer à défendre les banques et autres et autres. Alors justement, vous êtes en charge, Jean Desessard, dans la campagne de Benoît Hamon, des questions autour du revenu universel, autour de la pauvreté. Est-ce que vous attendez des clarifications ce soir, justement, sur le revenu universel? Je pense qu'il va faire des déclarations très intéressantes ce soir. C'est-à-dire, il va préciser le coût du projet. Vous me permettez, oui, il va préciser le projet, il va montrer le réalisme du projet, il va montrer en quoi c'est pour les classes populaires quelque chose de très important. C'est une vraie aspiration socialiste, c'est une vraie aspiration dans laquelle les écologistes se reconnaissent. Il y a un aspect solidarité, il y a un aspect économique intéressant, et donc je pense qu'il va nous présenter un bon projet ce soir. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean Desessard d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria et on vous retrouve dans un instant. Un sondage donne Emmanuel Macron pour la première fois devant Marine Le Pen. Dès le premier tour, avec 26% d'intention de vote, il dépasse la candidate du Front National, créditée de 25%. C'est un sondage Harris Interactive. Le candidat d'En Marche sera d'ailleurs ce soir à Bordeaux, fief d'Alain Juppé, avec l'espoir de rabattre vers lui les électeurs juppéistes, alors que l'aile droite du PS, dans une tribune à paraître demain, devrait également annoncer son ralliement. Alors pour en parler, on retrouve à nouveau Saveria Rojek. Et cette fois, Saveria, vous êtes avec la sénatrice Nicole Bricq qui soutient Emmanuel Macron. Absolument. Bonjour Nicole Bricq. Donc pour la première fois, un sondage ce matin donne Emmanuel Macron en tête dès le premier tour. Rien ne semble aujourd'hui arrêter l'ancien ministre de l'économie que vous soutenez activement. La position de favori, les élections américaines nous ont montré que ce n'était pas forcément la meilleure. Donc c'est la plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique, et notamment avec les soutiens qu'il reçoit, qui viennent d'un peu partout, vous l'avez remarqué, et puis avec son programme qui assoit sa crédibilité. Alors justement, dernier soutien en date, Claude Barthelone cet après-midi, après Bertrand Delanoë hier. Jusqu'où Emmanuel Macron va siphonner le PS ? Son intention n'est pas de siphonner le PS. C'est ce qui se passe en tout cas. Nous avons souvent dit qu'il n'était pas question de recycler les cadres du Parti socialiste. Je considère que ce soit Bertrand Delanoë qui s'est exprimé hier avec une hauteur de vue que je reconnais depuis longtemps, et peut-être aujourd'hui donc Claude Barthelone, ce sont des hommes libres et ils font un choix rationnel de l'efficacité, certainement,
mais aussi de la conviction qu'aujourd'hui, il faut que tous ceux qui sont venus de la gauche et qui reconnaissent l'économie de marché, qui se reconnaissent dans un projet européen et qui se reconnaissent surtout dans le fait que la France doit être capable de produire des richesses qui lui permettent d'avoir un système de protection sociale performant. Donc tout cela, ils font un pas vers Emmanuel Macron parce que c'est à la fois l'efficacité et la conviction. Alors, autre poids lourd de gauche, mais cette fois-ci du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui également apporterait son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, tous ces soutiens hollandais à Emmanuel Macron ? Ils le font à partir d'eux-mêmes, à partir de la manière dont ils voient le choix de cette présidentielle. C'est un choix qui met les électeurs en face de leurs responsabilités. Et ce ne sont pas les sondages qui font l'élection, ce sont les électeurs. Et vous avez remarqué que cet électorat n'est pas encore, et de loin, stabilisé. Donc je crois que l'apport des uns et des autres, et on pourrait citer aussi des écologistes de renom, peut-être moins connus, mais c'est très important. Quand vous avez quelqu'un comme Jean-Paul Bessé, peu connu, mais quand même le fondateur d'Europe Écologie Les Verts, quelqu'un qui a toujours porté la doctrine écologique très haut, c'est important. Ça veut dire que Emmanuel Macron, on lui fait confiance pour porter à la fois un projet écologique et un projet économique. Et vous n'avez pas l'impression de concourir à la mort de votre parti, du Parti socialiste ? Écoutez, c'est le moment de la clarification. Nous n'avons pas voulu la faire depuis 2005 au Parti socialiste, concernant notamment le projet européen. Nous ne l'avons pas fait avec pédagogie dans l'action gouvernementale. Cette élection, elle est le moment de vérité. Elle est le moment de vérité pour ceux qui viennent du Parti socialiste. Ce n'est pas une volonté de tuer, c'est une volonté d'avancer dans un monde qui, lui, tourne. Très bien. Merci beaucoup. Merci Nicole Bricq d'avoir répondu à la question. Merci. Merci beaucoup, Saveria. Olivier Besancenot était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Le porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, considère que Philippe Poutou est le seul candidat qui risque d'avoir des difficultés pour réunir ses parrainages et il lance un appel. On l'écoute. Aujourd'hui, si on est un peu honnête, le seul candidat qui risque d'avoir des difficultés, c'est Philippe Poutou. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 197 signatures qui ont été validées. Il nous reste à peu près 8 jours pour les obtenir. Qu'il y a les oukases des partis institutionnels. Donc dès que vous allez dans des maires un petit peu, dans des villes un peu significatives, vous avez des maires qui sont encartés dans un parti. Or, nous, très concrètement, on a des maires qui nous ont dit on serait prêt à parrainer Philippe Poutou, non pas qu'on soit d'accord avec son programme, mais simplement parce qu'on pense que démocratiquement c'est juste. Simplement, on a des instructions de notre parti pour dire ne le fais pas. Et ce serait quand même un comble et ce serait révoltant que Philippe Poutou, qui est le seul à pas être un politicien professionnel, qui est un ouvrier dans l'automobile, pardon de le dire, mais qui est un des rares à se lever le matin pour aller embaucher à l'usine, y compris dans une campagne électorale, qui est donc le seul, finalement, à mes yeux, qui a la légitimité de parler de nos vies quotidiennes, qui puisse pas se présenter, parce que c'est ça dont on parle. Quand je vous écoute, c'est ça. Oui, bien sûr. Les maires ruraux ne veulent pas être les oubliés de cette campagne présidentielle. Ils interpellent les candidats sur leurs revendications, celle de la ruralité. Sandra Cerquera. Il y a 2 ans, nous sommes allés à la rencontre de ce maire d'une commune de 600 habitants, qui malgré son engagement craignait de voir les services de proximité en sursis. Inquiet de voir des territoires ruraux de plus en plus oubliés. Et on est de plus en plus seul dans la fonction et je suis très inquiet sur le devenir de nos communes rurales par rapport à cette solitude qui nous envahit et je crains fort que nos administrés le ressentent encore 10 fois plus que le maire. Et que leur réaction par rapport aux prochaines élections soit extrêmement violente. Une situation qui n'a pas vraiment changé. Les maires ruraux de France ont réuni la presse aujourd'hui au Sénat pour faire état de leur ras-le-bol. Lassés d'être sollicités uniquement tous les 5 ans pour les parrainages, alors que leurs préoccupations sont absentes des programmes des candidats. Vous avez donc un sentiment qui est d'ailleurs de moins en moins un sentiment, qui est une réalité, que les habitants de certains territoires sont négligés. Quand ça devient compliqué de se soigner, quand ça devient compliqué de se déplacer, quand pour avoir une qualité de téléphone, il faut aller monter sur une butte ou sur une chaise dans son grenier, au bout d'un moment, on se dit non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les petits maires ont mis en place des états généraux dans leur commune
pour interpeller les candidats à la présidentielle. Les propositions seront rendues publiques la semaine prochaine. Une façon de vouloir peser jusqu'au bout dans le débat. Quel sera le candidat qui baissera le plus les impôts? La question risque de peser au moment de mettre son bulletin dans l'urne, alors que les Français jugent très sévèrement le système fiscal actuel. Quelles sont les propositions des candidats? On voit tout ça avec Héloïse Grégoire. Les Français portent un regard plutôt négatif sur leur fiscalité. Selon un sondage IFOP Fiducial, le système fiscal est un système injuste à 83%, compliqué à 88% et qui n'a pas su se moderniser à 63%. Concernant l'augmentation des impôts, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont chacun désignés comme responsables pour 49%. Un constat plutôt sévère sur les 2 derniers quinquennats. À quelques jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est considéré comme le plus apte à améliorer la situation fiscale pour 30%. Marine Le Pen, elle, est à 19% et François Fillon est en 3e position avec 17%. 71% des personnes questionnées ne sont pas favorables à la suppression de l'impôt sur la fortune, même si le candidat d'En Marche souhaite, lui, le réformer en exonérant l'ensemble des valeurs mobilières. La hausse du taux de TVA de 20 à 22% est l'une des mesures proposées par le candidat de la droite, François Fillon, mais 92% des sondés la rejettent. Parmi les différentes propositions des candidats, 2 mesures sont largement plébiscitées. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité à 89%, et la diminution de l'impôt sur le revenu à 80%. Le candidat François Hollande voulait fusionner cet impôt avec la CSG, un chantier abandonné au cours de son mandat. Sur une échelle de 1 à 10, les sondés estiment que la fiscalité est importante à 6,4 dans leur intention de vote. 51% d'entre eux pensent qu'au lendemain de l'élection présidentielle, les impôts vont augmenter. Un ras-le-bol fiscal qui devrait jouer un rôle déterminant dans le vote des Français. Et on ouvre le premier débat de Présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Vincent Delahaye, bonsoir, sénateur UDI de l'Essonne. Vous êtes membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Justement sur ces questions fiscales, on va bien sûr en parler sur ce plateau. Philippe Martin, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'économie à Sciences Po, conseiller économique d'Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. J'accueille également Jean Messia, bonsoir. Vous êtes le coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Et pour nous éclairer également, Mathieu Plane, bonsoir, économiste à l'OFCE. On vient de l'entendre, la fiscalité. C'est un sujet sensible, mais d'un côté, les Français expliquent aussi à travers notre sondage ce ras-le-bol fiscal. Ils trouvent que le système est injuste, compliqué, les recettes souvent mal utilisées. Pour autant, est-ce qu'il faut tout remettre à plat? Peut-être première question avec vous, Philippe Martin. Je pense qu'ils ont raison de penser que le système est injuste et compliqué. Il est injuste parce que, on l'a vu, et on prend nous l'exemple en particulier de la taxe d'habitation. C'est une taxe extrêmement injuste. Alors on rappelle qu'Emmanuel Macron justement veut la supprimer pour 80% des Français. Parce que c'est une taxe qui taxe plus en fait ceux qui sont les ménages les plus modestes. C'est 600 € en moyenne pour un Français. Donc de ce point de vue, c'est une réduction d'impôts qui nous paraît juste. Et par ailleurs, on veut aussi faire des réductions d'impôts sur les entreprises. C'est équilibré, puisqu'il y a 10 milliards en gros sur les ménages et 10 milliards sur les entreprises. Et là, c'est la diminution de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, ce qui nous ramène vers la moyenne de la zone euro. Ouais, sans tout remettre à plat comme système, pas de révolution fiscale, c'est ce qu'on dit. Non, et il s'est engagé aussi à ce qu'on change. Si on change un impôt, on le change qu'une seule fois, parce qu'en effet, il y a beaucoup trop d'instabilité fiscale en France, et c'est ce qui fait aussi que les Français n'y comprennent plus rien et trouvent ça extrêmement compliqué. Ouais, Jean Messia, ce ras-le-bol fiscal, est-ce qu'il est entendu aussi dans le programme de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle tient compte de cet aspect? On sait qu'elle veut justement élargir l'impôt sur le revenu à tous. Aujourd'hui, on rappelle qu'il est payé par un Français sur 2 à peu près. Non, on envisage simplement de réduire effectivement les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu de 10%. Mais globalement, si vous voulez, ce sondage montre avant tout le regard que portent les Français sur la politique tout court, avant que ce soit la politique fiscale, parce que la politique fiscale n'est qu'un des aspects de la politique économique. Donc en fait, les Français commentent là le bilan des 20 ou 30 dernières années de gouvernement, au cours desquelles, si vous voulez, la politique fiscale est restée la dernière politique à peu près souveraine, puisque, comme vous le savez, la politique budgétaire n'est plus de notre ressort, ou quasiment plus, la politique monétaire non plus, et donc on arrive à une politique fiscale, si vous voulez, qui matraque en permanence les mêmes personnes à assiette constante, la France n'étant plus capable, justement, d'élargir l'activité, de créer une dynamique économique, seule, à notre sens, susceptible de faire baisser véritablement et sur le long terme
la pression fiscale. Ouais. Vincent Delahaye, ce matraquage fiscal, c'est un argument aussi que vous entendez, ce ras-le-bol fiscal des Français ? Ça fait des années qu'on le dénonce. C'est vrai qu'il y a des gouvernements successifs qui ont augmenté les impôts. Le dernier n'a pas été le moindre, puisque le quinquennat de Hollande, avec comme conseiller Emmanuel Macron, qui a été aussi ministre de l'économie pendant 2 ans, a augmenté assez largement les impôts et le poids des prélèvements obligatoires s'est alourdi. Alors bien sûr, sur la fin de la période, il s'est plutôt stabilisé, mais il s'est largement alourdi. Alors moi, je voudrais simplement dire par rapport au sondage, il y a quand même c'est facile d'interroger les gens en disant si on baisse, est-ce que vous êtes plutôt favorable? Si on augmente, est-ce que vous êtes plutôt favorable? Les résultats sont clairs, c'est assez facile. Si on n'explique pas pourquoi, moi je pense que la fiscalité c'est un outil. C'est un outil qui est aujourd'hui beaucoup trop compliqué en France, c'est vrai, il est trop lourd et trop compliqué. Donc il faut le baisser et aussi le simplifier. Et pas le faire tout le temps non plus, mais le faire une bonne fois au début d'un quinquennat et de façon à ce que les effets soient durables. Mais par exemple, l'augmentation de la TVA, moi j'aimerais bien qu'on y revienne, parce que elle a un but, l'augmentation de la TVA, c'est de réduire les charges sociales. C'est de réduire les charges sociales, et notamment sur les salaires. Ça veut dire que les salaires des personnes vont augmenter. Et ça, il faut qu'ils le sachent, parce que la hausse de la TVA, c'est pour transférer une partie des charges sociales sur la TVA, et notamment aussi sur les importations. C'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, les importations, elles ne payent pas. Elles ne payent pas la couverture sociale en France. Et on a une couverture sociale qui est très généreuse, tant mieux, mais il faut pouvoir continuer à la payer, et pour la payer, il faut pouvoir faire payer les importations. Ouais. Mathieu Plane, quel regard portez-vous justement sur ce qu'on vient de dire, à la fois cet aspect, un système complexe, injuste, avec une mauvaise compréhension des recettes qui sont utilisées? Alors, je pense qu'il y a d'abord plusieurs choses. Il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a eu énormément de mesures fiscales ces dernières années. Il faut juste rappeler ce qui s'est produit depuis 2010. On avait un déficit extrêmement élevé suite à la crise, la volonté de réduire rapidement ces déficits et le choix de le faire principalement par la fiscalité. Donc le choc fiscal a commencé en 2011. On voit qu'on a une forte augmentation des prélèvements. Ça a été poursuivi effectivement sous le quinquennat de François Hollande. Et puis après, en 2014, il y a le tournant vers la politique de l'offre. Et donc, les allègements de cotisations, le pacte de responsabilité, le CICE, il a fallu le financer. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où, au final, la fiscalité à partir de 2014 sur les entreprises diminue. C'est un soutien au tissu productif, c'est un peu ce que vous souhaitez faire. En revanche, il a fallu financer à la fois la réduction des déficits et cette compétitivité. Or, au final, vous arrivez en 2017 avec des niveaux de prélèvement sur les ménages historiquement élevés et les entreprises qui ont retrouvé un peu d'oxygène par les baisses de prélèvements. Mais le ras-le-bol fiscal, en fait, on a tendance à le concentrer sur l'impôt sur le revenu, sauf qu'il y a beaucoup d'autres prélèvements. Et sur les ménages, il faut rappeler que l'impôt sur le revenu, c'est que 15% de l'impôt sur le ménage. Parce qu'à côté de ça, vous avez la fiscalité indirecte, vous avez la fiscalité écologique, vous avez la fiscalité locale, vous avez les cotisations sociales, vous avez la CSG. Et donc, c'est l'ensemble de ce périmètre-là qui est important. Et surtout, ce qu'on maîtrise assez mal, c'est quels ont été les impacts redistributifs là-dedans. C'est-à-dire que, est-ce que ça a été fait de façon égalitaire? Est-ce que ça a été fait avec une ambition de réforme fiscale d'ensemble? Non, absolument pas. On a superposé des couches et donc plus personne n'y comprend rien. Et donc, les gens ont l'impression qu'ils payent beaucoup d'impôts, et en même temps, on a des services publics qui ont plutôt diminué parce qu'on a la réduction des dépenses publiques. Donc il y a un travail de pédagogie à faire, de mise à plat, aussi bien du côté des entreprises, aussi bien du côté des ménages. Le risque, c'est encore de rebousculer le système et effectivement d'arriver dans une situation où plus personne ne comprendra rien, ou jusqu'à un ras-le-bol fiscal total. Avec une mesure qui est le prélèvement à la source qui va être mise en place. Ça, est-ce que si Emmanuel Macron arrive au pouvoir, est-ce qu'il revient sur cette mesure, Philippe Martin? Non, a priori, il garde ce prélèvement à la source. Ouais. Nous comptons au contraire la remettre en cause, puisqu'en fait le prélèvement à la source, si vous voulez, ne fait que transférer la charge du calcul de l'impôt de l'administration fiscale vers les entreprises, avec en plus un problème de transfert de données de personnel, si vous voulez, par rapport à la situation de votre ménage, de vos enfants, etc., à l'employeur. Donc nous sommes effectivement extrêmement contre cette mesure que nous entendons abroger si nous arrivons aux responsabilités. Oui, Vincent Delahaye, qu'en est-il? Oui, François Fillon a annoncé qu'il ne souhaitait pas maintenir en l'état, pour l'instant, la réforme. Il faut savoir que le prélèvement à la source, sur le fond, ça devrait être une bonne mesure. Ça devrait être une bonne mesure si l'impôt n'était pas si compliqué. L'impôt français est très compliqué. Donc si l'impôt était simple, c'est vrai que ça serait une bonne mesure et ça serait une simplification pour tout le monde. Mais là, ça a été présenté comme une réforme de simplification. Ça ne va pas simplifier du tout pour le contribuable. Le contribuable, il a des avantages, des retenues, des choses qu'il va devoir de toute façon faire connaître à l'administration fiscale pour corriger ces prélèvements, les prélèvements qui ont été faits. Donc en fait, pour lui, ce n'est pas une simplification. Pour les entreprises, c'est une complexification. Donc aujourd'hui, on ne voit pas les avantages. On devrait les voir, mais pour les voir, il faut d'abord commencer par simplifier l'impôt pour pouvoir ensuite effectivement prélever à la source. Sans compter que la notion de ménage, elle disparaît dans cette approche. C'est-à-dire qu'on n'impose plus un ménage comme c'est le cas aujourd'hui, on impose un individu.
Non, je pense qu'il y a un point important. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne mesure. Hein. C'est-à-dire qu'au moins, bon, effectivement, il n'y a pas de modification du système fiscal. On garde le quotient conjugal, le quotient familial. Il y aura une déclaration d'impôt. La chose intéressante, c'est que d'avoir moins de décalage entre l'impôt payé et les revenus. Le problème, c'est que quand vous avez des revenus fluctuants, vous pouvez vous retrouver avoir justement des prélèvements qui ne correspondent pas à votre situation budgétaire ou fiscale du moment. Et donc, vous avez des décalages importants, soit parce que vous perdez votre travail, soit parce que vous êtes chef d'entreprise et vous avez des revenus fluctuants. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, le prélèvement à la source permet au moins de coller mieux à la situation économique ou fiscale du ménage à un moment donné. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne mesure. Et du coup, je pense qu'il faut la maintenir. Ouais. Je voudrais qu'on s'arrête également sur une des propositions de Benoît Hamon qui veut reprendre ce qu'avait finalement voulu faire Jean-Marc Ayrault, à savoir la fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un appel à une véritable révolution fiscale. C'est le seul candidat, Benoît Hamon, à reprendre cette mesure. Qu'en pensez-vous, Mathieu Plane ? Alors, il faut préciser les contours de la mesure. D'abord, est-ce qu'on le fait à budget constant, ou est-ce que justement l'idée c'est de redonner un peu du souffle aux classes moyennes, parce qu'il y a quand même cette idée derrière là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'impôt sur le revenu est quand même très concentré. En tout cas, il y a moins de 50% des ménages qui le payent. Donc, alors que le CSG, vous le payez à partir du 1er euro. C'est ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire que le taux est constant dès le 1er euro. Donc, l'idée, effectivement, dans la fusion, c'est de dire c'est une façon de rebarimiser tout ça. Et si vous voulez redonner du pouvoir d'achat à travers la fiscalité, effectivement, c'est une des solutions. Après, il y a quand même un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on voit que l'impôt sur le revenu est familialisé. La CSG est individualisée. C'est en fonction de votre salaire, pas de votre situation familiale. Et donc, il y a aussi tous ces aspects-là qu'il faudra traiter. Il y a le fait que l'impôt sur le revenu a beaucoup de niches fiscales, la CSG pas du tout. Et donc, la fusion nécessite, au-delà même de l'idée de redistribuer des richesses plutôt sur les classes moyennes ou du pouvoir d'achat, de savoir est-ce qu'on va plutôt vers l'individualisation ou plutôt la CSG va plutôt se caler sur l'impôt sur le revenu, et ça, c'est pas clair pour le moment. Ouais. Philippe Martin, Emmanuel Macron n'en veut pas de cette fusion Non, parce qu'un des dangers, c'est que toutes les niches fiscales qu'on a sur l'impôt sur le revenu ne gangrènent en fait la base fiscale de la CSG. Je ne dis pas que c'est parfait comme système, mais je pense qu'il ne faut pas ajouter les complexités aux complexités. Alors, en revanche, moi je suis aussi favorable à aller vers plus d'individualisation de l'impôt. On le sait en particulier pour le travail des femmes, c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans un couple, s'il y a une grosse différence de salaire entre l'homme et la femme, ça incite peu la femme à travailler plus, puisqu'elle est taxée à un niveau très important. Donc je pense que ça, c'est un point important, et c'est pour ça qu'on donne l'option de l'individualisation sur l'impôt sur le revenu. Ouais, Jean Messia, pas de hausse de la CSG dans le programme Non. de Marine Le Pen. Par contre, ce que je voudrais vraiment revenir là-dessus, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, la politique fiscale, c'est vraiment une gestion de la Bérésina, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a eu une période très austéritaire qui contraint l'activité, et donc la politique fiscale se complexifie d'une certaine façon parce qu'on est en permanence à la recherche de solutions pour contrebalancer une baisse tendancielle des recettes. Donc nous, notre projet, il est cohérent, c'est-à-dire d'un côté, on veut recréer de l'activité, notamment avec la réindustrialisation, avec le retour de la souveraineté qui va nous donner des outils pour agir, et de l'autre côté, effectivement, la réorientation de la politique fiscale vers un allègement de la pression fiscale, à la fois sur les ménages modestes, sur les petites et moyennes entreprises qui font partie de notre priorité, puisque les grands groupes, par définition, n'ont pas besoin, et en plus, ils procèdent à des optimisations fiscales et à des évasions fiscales. Donc nous, notre projet est cohérent parce qu'il faut agir sur les deux branches, c'est-à-dire d'un côté l'activité et de l'autre côté la politique fiscale. Ouais. Vincent Delahaye, sur cette question fusion CSG, impôt sur le revenu. On ne propose pas du tout la fusion de la CSG de l'impôt sur le revenu. On voudrait simplifier déjà l'impôt sur le revenu avant toute chose. Et on souhaite alléger la fiscalité à la fois des ménages, mais aussi beaucoup des entreprises, de façon à redonner des capitaux aussi à l'économie. Parce qu'une voiture, elle n'avance pas sans carburant, et une économie, elle n'avance pas sans capitaux. Et aujourd'hui, on a besoin de redonner ces marges de manœuvre aux entreprises pour créer des emplois. Et c'est ça la logique fiscale qui est celle de François Fillon. Et il ne faut pas oublier aussi que pour baisser les impôts, moi je l'ai dit toujours au Sénat, il faut d'abord commencer par baisser la dépense publique. Et ça, il n'y a pas beaucoup de candidats qui s'engagent dans cette voie-là. Et pour baisser la dépense publique, il faut réformer. Si on ne réforme pas sur le fond, on n'arrivera jamais à baisser les impôts. Donc il faut que les Français comprennent bien qu'ils veulent des baisses d'impôts, et je comprends bien, moi je suis le premier à les vouloir, mais pour cela, il faut qu'on arrête la croissance de la dépense publique qui a été ininterrompue depuis des années et des années. Donc il faut vraiment rentrer dans un système où
fait baisser, comme dans les collectivités. Dans les collectivités, on a baissé nos budgets. On ne les a pas moins augmentés qu'avant, on les a baissés. Donc, simplement, on a plus de collectivités, ce qui fait que globalement, le budget des collectivités, parce qu'en France, on multiplie les structures. Donc, il faut arrêter cette multiplication des structures, il faut simplifier et il faut baisser la dépense publique pour pouvoir baisser les impôts. Et ça, c'est la logique de François Fillon. François Fillon qui veut aussi supprimer l'ISF, Vincent Delahaye. Il est un peu le... Alors, l'ISF, c'est par rapport aux capitaux. Je disais tout à l'heure, l'économie a besoin de capitaux. Aujourd'hui, on a découragé beaucoup de détenteurs de capitaux. Et notre ISF, alors... Moi, j'ai quelques nuances sur ce sujet-là. Je suis à l'UDI et je n'ai pas forcément participé dès le départ à la définition du projet. C'est vrai que sur l'ISF, moi, je serais plutôt pour un fort allègement plutôt qu'une suppression. Mais il faut redonner aux détenteurs de capitaux l'envie d'investir dans notre pays. Ouais, la suppression de l'ISF, on sait que c'est particulièrement sensible, Mathieu Plane. Moi, à mon sens, le problème que ça pose, c'est d'un côté augmenter la TVA. Et supprimer l'ISF. C'est-à-dire qu'effectivement, la TVA, tout le monde la paye. Deux mesures du programme de François Fillon. Et surtout, plus vous êtes en bas de l'échelle des revenus, plus la part de TVA payée est importante. À l'inverse, l'ISF est concentré sur les produits de première nécessité. Non, mais sur un pourcentage. Et donc, il y a quand même un transfert. C'est-à-dire qu'au final, globalement, c'est plutôt les classes moyennes et les classes populaires qui vont financer ce programme par la hausse de la TVA. La réduction de la dépense publique, on sait que c'est quelque chose qui est anti-redistributif. La dépense publique participe à 80% à la réduction des inégalités par l'éducation, la santé, un certain nombre de choses. Donc si vous réduisez la dépense publique, vous baissez la fiscalité sur les entreprises et la fiscalité sur le capital, et vous réduisez la dépense publique et vous augmentez la TVA, vous allez avoir quelque chose qui est très anti-redistributif. En augmentant les salaires. Et qui risque d'être très inégalitaire. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs, on le voit, ça a été aussi sûrement une des erreurs peut-être du quinquennat passé, c'est qu'il y a eu beaucoup fait sur la dépense publique, beaucoup pour baisser la fiscalité des entreprises, mais assez peu finalement pour soutenir le pouvoir d'achat d'un certain nombre de catégories sociales. Et notamment, on s'est retrouvé avec une politique d'offre qui a été pas si efficace ou moins efficace que ce qu'on aurait pu espérer, parce que justement on a tapé trop sur la demande et notamment on a tassé quand même beaucoup le pouvoir d'achat des classes moyennes. Philippe Martin, Emmanuel Macron veut transformer l'ISF en un impôt sur la fortune immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va fonctionner? C'est très simple, on garde l'ISF mais on en enlève tout ce qui est pas immobilier. Donc l'objectif, c'est assez clair, c'est de dire que tout le capital productif, on ne veut pas le taxer, on ne veut pas le mettre sur l'impôt sur la fortune. Donc l'objectif, c'est qu'en effet, il faut qu'il y ait plus de capital en France, mais que ce soit du capital productif. Et de ce point de vue, en effet, ça signifie qu'on concentre l'ISF sur l'immobilier, qui est plus une rente que du capital productif. Alors par ailleurs, moi je suis d'accord qu'en effet, si on veut baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Mais il faut le faire de manière à la fois juste et assez équilibrée sur le plan macroéconomique. C'est-à-dire que moi je considère qu'une baisse de 100 milliards des dépenses publiques, puisque c'est l'objectif de François Fillon, c'est gigantesque. Et là, en effet, il y a vraiment un grave danger de casser la croissance. Donc, de fait, il faut baisser les dépenses, parce que sinon vous ne baisserez pas les impôts, ça c'est clair. Et puis il faut baisser les déficits, mais il faut le faire de manière équilibrée. Et donc nous, on est sur un étiage de 50 milliards en fin de quinquennat, ce qui nous paraît beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré. Et par ailleurs, nos baisses d'impôts, en effet, elles sont plus équilibrées et plus justes, au sens où en particulier, les classes modestes, et en particulier avec la taxe d'habitation, vont bénéficier de cette baisse d'impôts. Ouais. Mais la mesure d'Emmanuel Macron ne vise tout simplement qu'à transférer une partie de l'impôt sur la fortune sur les classes moyennes en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, avec cette réforme-là, les très riches paieront moins d'impôts et la classe moyenne se verra encore matraquée. Philippe Martin, si vous pensez que les très 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 riches payent l'impôt sur la fortune, vous vous trompez. Parce qu'en effet, ils ne payent pas. D'abord, je vous rappelle que l'impôt sur la fortune, de toute façon, il est capé à 70% du revenu. Et ce qu'on sait, on le sait en particulier sur, par exemple, Madame Bettencourt, c'est que ces gens-là ne payent très peu d'impôts. Non, les très très riches ne payent que très peu d'impôts sur la fortune. Je ne parle pas des très très riches, je parle des très riches. Marine Le Pen, elle le maintient, l'ISF, Jean Messia. l'ISF, on a d'autres mesures, par exemple sur les droits de succession, pour faciliter la succession des entreprises. Mais je reviens, la question de la baisse des dépenses. Pour nous, on récuse un petit peu cette logique un petit peu comptable qui consiste à considérer que l'État, c'est un agent comme un autre, pour lequel, effectivement, il faut les recettes d'un côté, les dépenses de l'autre, et par un jeu de vases communicants, on fait baisser l'un, on fait baisser l'autre. La réalité, c'est que l'État n'est pas un agent comme un autre. Ça fait quelques années, depuis plusieurs années déjà, qu'on est
dans une perspective, en tout cas d'une tentative de baisse des dépenses, on voit bien que ça entraîne des effets procycliques qui réduisent l'activité, qui agissent sur les recettes et qui, du coup, nous entraînent dans un espèce de cercle vicieux, si vous voulez, de baisse des dépenses, baisse des recettes, baisse des dépenses, et on n'en sort pas. C'est d'ailleurs l'austérité imposée par Bruxelles. Ouais. Mathieu Plane, ensuite je vous en ai parlé, Vincent Delahaye. Juste, moi j'ai lu le programme de Marine Le Pen et il y a 60 milliards ou 58 milliards de réduction de la dépense publique. Oui, de la dépense publique, des mauvaises dépenses publiques. Oui, en net, vous êtes à 58 milliards. Alors c'est vrai que vous dites que vous remettez la retraite à 60 ans. La chasse au gaspille, vous augmentez le budget de la défense 3% du PIB, mais vous faites quand même 60 milliards d'économies. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas clarifié dans. Lisez bien l'économie générale du programme, vous verrez que les. Non, mais justement, les économies sur les dépenses sont très clairement identifiées. Hein. C'est les économies sur l'immigration, les économies sur la fraude, l'économie sur l'Union européenne, l'économie sur la réforme territoriale, l'économie sur la réforme territoriale, les 3 échelons, tout ça. Enfin, lisez, tout ça est détaillé. Hein. Et, du coup, je trouve que c'est un peu. Enfin voilà, vous dites d'un côté, finalement, vous n'avez pas cet objectif comptable de dépenses publiques. Quand on regarde votre cadrage, vous avez un objectif comptable de réduction de dépenses publiques, alors même que vous annoncez une relance de la dépense publique. C'est un objectif économique, c'est pas pareil. Alors Vincent Delahaye, moi je voudrais dire qu'on sous-estime largement, et la plupart des candidats sous-estiment la situation actuelle de la France sur le plan financier. On a une dette considérable de 1100 milliards, les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est, et qui est détenue surtout à 60% par des étrangers, donc qui à un moment donné peuvent nous imposer des choses, et notamment si les taux remontent. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier non plus l'objectif d'une politique fiscale. Et l'objectif de la politique fiscale, c'est quand même de mettre du carburant dans l'économie de façon à créer des emplois et aller vers le plein emploi. Ça, c'est l'objectif prioritaire, parce que le chômage, on n'en parle pas suffisamment, à mon avis, mais il faut en parler beaucoup plus que ça dans la campagne. C'est l'objectif prioritaire de François Fillon. Et le deuxième objectif, c'est de faire reculer la pauvreté. La pauvreté a augmenté ces dernières années de façon assez considérable, et il faut faire reculer cette pauvreté. Et on ne pourra pas le faire si on ne crée pas cette richesse. Alors pour la TVA, je voudrais préciser, parce que tout à l'heure, ça n'a pas été dit, mais par rapport aux produits de première nécessité, la TVA ne bougerait pas. Et moi, je suis pour une redéfinition des produits de première nécessité. Parce qu'on met aujourd'hui, par exemple, des sodas dans les produits de première nécessité, alors que le soda n'a rien à y faire. Donc, il y a un toilettage à faire de façon à ce que, effectivement, par rapport aux couches modestes, ça ne touche pas et qu'il y ait éventuellement même d'autres produits qui soient dans les produits à taux réduit, qui ne bougeraient pas. Et par contre, pour le reste, et pour faire notamment payer notre protection sociale par les importations, il faut augmenter un peu le taux de la TVA. Mais la politique fiscale à elle seule ne suffit pas. C'est-à-dire que je partage les objectifs que vous citez en termes de plein emploi, de croissance, etc. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un État manchot ou un État cul-de-jatte. C'est-à-dire que vous n'avez que la politique fiscale pour agir, grosso modo, puisqu'en réalité, les amendements de souveraineté successifs nous empêchent finalement d'avoir une politique macroéconomique équilibrée en jouant sur tous les leviers susceptibles, elle seule, de provoquer le cercle vertueux dont vous parlez. Donc il faut d'abord, si vous voulez, un projet qui ne prévoit pas d'abord la récupération des outils de souveraineté pour pouvoir mettre en œuvre une politique macroéconomique équilibrée. C'est en réalité un attrape-nigo. Voilà, enfin, ce sont des projets qui, de toute façon, ne verront jamais le jour parce qu'on n'aura jamais les outils pour les appliquer. Ouais. Thierry Martin, on arrive bientôt, Philippe Martin, au terme de ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire les Français paieront moins d'impôts avec Emmanuel Macron? Est-ce que ça, c'est électoraliste de dire ça? Je ne sais pas si c'est électoraliste, mais si on part du constat qu'il y a trop d'impôts et que ces impôts sont injustes, oui, ils vont payer moins d'impôts. Il y a 10 milliards, en effet, de baisse de dépenses d'impôts sur les ménages. Ouais. Vincent Delahaye, même question pour vous. Avec écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a une volonté de baisser aussi de 10 milliards. Hein. Tout à l'heure, la réduction de la dépense publique annoncée par Macron, c'est 60 milliards, mais par rapport à l'évolution spontanée des dépenses. Mais c'est la même chose. C'est ce qu'a fait Hollande depuis un moment. C'est exactement le même calcul chez Excusez-moi, les 50 milliards, non, c'est pas du tout le même calcul. Les 50 milliards qui ont été annoncés par M. Valls avec M. Hollande et M. Macron au gouvernement, c'était une réduction aussi par rapport à l'évolution spontanée, ce qu'on n'a jamais eu en fait. On n'a jamais eu, sauf dans les collectivités locales, où ça, on l'a bien eu. Donc nous, on est pour une vraie réduction de la dépense publique avec des réformes, parce que si on ne fait pas de réformes et si on ne propose pas de réformes, c'est pas facile de proposer des réformes, parce que c'est pas facile pour les gens de l'entendre, mais moi je pense qu'il faut être réaliste par rapport à la situation de la France, et il faut savoir où on a envie d'aller dans 10 ans. Et c'est ça qu'il faut regarder. Jean Messia. Nous, on n'est pas dans une approche globale, si vous voulez. Nous ciblons la baisse des impôts. Les gens qui paieront moins d'impôts, ce sont les classes moyennes et ce sont également les petites et moyennes entreprises qui sont les deux priorités de notre projet. Ouais. Mathieu Plane, pour conclure avec vous, on voyait dans notre sondage que 30% des Français faisaient plutôt confiance à Emmanuel Macron pour améliorer la situation fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet élément ?
Je ne vais pas me prononcer savoir si effectivement je suis d'accord ou pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même aussi un vrai toilettage à faire, ne serait-ce que sur les allègements, par exemple, des entreprises. On voit qu'on a eu les allègements Fillon, on a eu le CICE, le pacte de responsabilité, tout ça crée aussi de l'instabilité et c'est illisible, à mon avis, pour les entreprises. Donc il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Et puis, moi, je pense qu'effectivement, on a eu 7 ans d'austérité fiscale, notamment pour les ménages, et qui est un geste important, et effectivement, de réorienter les baisses de fiscalité vers eux, tout en essayant d'avoir plus de lisibilité du côté des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les cotisations pour les entreprises, mais il faudrait clarifier un peu aujourd'hui les objectifs poursuivis. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On va d'ailleurs s'intéresser à un secteur soumis à une forte fiscalité, celui de l'aide à domicile, avec cette rencontre qui avait lieu aujourd'hui au Sénat de tous les acteurs du secteur, à l'initiative du communiste Dominique Vatrin. Il tire la sonnette d'alarme sur le coût des structures et la rémunération du personnel. Stéphane Amalian avec Héloïse Grégoire. Fédération des employeurs, représentants des salariés, collectif des syndicats de retraités, tous sont venus débattre d'une réforme du secteur d'aide à domicile pour les personnes âgées. L'enjeu pour la profession, créer une rémunération au juste prix pour les salariés, la qualité d'intervention et l'équilibre des structures en difficulté financière. D'un département à l'autre, eh bien, il peut y avoir des grandes différences, puisqu'aujourd'hui, la tarification va de à peu près 15 € pour le département qui tarifie le moins bien à 25, à peu près 25 €. Donc il y a un premier problème, qui est celui de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Une inégalité qui engendre la précarisation des salariés et le mal-être dans la profession. C'est un métier d'avenir, comme tout le monde le dit. Et malheureusement, les conditions de travail, les salaires ne suivent pas. Les salariés sont en grande détresse. Et si on veut que ce soit un métier d'avenir, avec un salaire convenable et des conditions de travail acceptables, il faut vraiment que ça change et qu'il y ait les moyens financiers mis derrière. Pour Dominique Vatrin, sénateur communiste, membre de la Commission des affaires sociales, l'État doit financer un complément pour aider les départements. Nous demandons que l'État, qui s'est désengagé, puisque sa participation dans la PAT est de 42% en 97, je crois, est tombée à 31%. Donc 10 à 15 points de désengagement de financement de cette allocation qui est essentielle à l'accompagnement des personnes à domicile. C'est énorme. Il faut simplement que l'État remette la main à la poche. Aujourd'hui, 15 millions de personnes ont plus de 60 ans. Le secteur de l'aide à domicile est donc un secteur d'avenir qui devrait recruter 300 000 nouveaux emplois d'ici 2030. Mais faute de financement, 107 associations d'aide à domicile ont mis la clé sous la porte ces 2 dernières années. Au lendemain de la journée des droits des femmes, Public Sénat diffusera samedi à 23h20 le documentaire « Un jour, je serai présidente ». Il raconte le combat et la progression des femmes qui se présentent à l'élection présidentielle en France. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Les femmes ont longtemps occupé un poste idéal au sein de la République. Belles et muettes, elles ornaient sous les traits de Marianne les mairies et les assemblées. Les femmes se sont longtemps contentées d'être les potiches de la République. Peu à peu, certaines ont pris des responsabilités politiques et elles ont été 13 à se déclarer candidates à la présidence de la République. Ces pionnières ont levé certains tabous associant femmes et pouvoir. J'accepte d'assumer une mission de conquête pour la France. Je suis candidate. Il y a incontestablement des préjugés contre les femmes au plus haut niveau du pouvoir. Mais ces préjugés peuvent être levés. Je pense que les Français sont ambivalents. D'un côté, ils prétendent être heureux de voir des femmes se présenter à la présidence de la République. De l'autre côté, ils ne sont pas forcément prêts à voter pour elles. Il y a dans notre histoire l'idée qu'une femme ne doit pas exercer le pouvoir suprême. Personne ne pensait, et moi non plus, que la France était prête à avoir une présidente étrangère verte. Est-ce que la France est prête à avoir une femme présidente ? Je ne crois pas. C'était la phrase du général de Gaulle, l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre le peuple, les circonstances et un homme. Et vous pourrez voir l'intégralité de ce documentaire, je rappelle donc samedi 11 mars à 23h20. Pour continuer sur ce thème, notre invité Frédérique Matonti, professeure de sciences politiques, spécialiste des études de genre en politique. Elle est notre invitée, elle répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Frédérique Matonti, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes l'auteur de ce livre, Le genre présidentiel, qui paraît le 16 mars et qui parle du sujet que nous allons évoquer ensemble. Bon, tout d'abord, après la loi sur la parité, quasiment 2 décennies plus tard, les femmes sont bien plus présentes en politique. Frédérique Matonti, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, bien sûr, c'est une bonne chose, puisque c'était l'objectif de la loi, que les femmes soient plus présentes en politique. Elles sont effectivement beaucoup plus nombreuses. Elles sont, si on est un peu plus précis, beaucoup plus nombreuses dans les assemblées qui sont d'un certain point de vue les moins importantes. On va les trouver plus particulièrement au sein des mairies, et plus on monte dans les assemblées pour lesquelles la parité n'est pas impérative, par exemple l'Assemblée nationale, et moins on va trouver de femmes. On est autour de 25%. Il y a par ailleurs un paradoxe duquel vous partez dans votre livre, c'est que tout cela s'est allé de pair avec un renforcement des clichés, des stéréotypes de la représentation genrée. Expliquez-nous. Alors en réalité, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'espace politique a fait qu'il y a eu aussi de plus en plus d'articles ou de plus en plus de commentaires d'humoristes par exemple sur la présence de ces femmes, et que quasi mécaniquement ça a entraîné la présence de stéréotypes qui étaient déjà là, mais qui du coup se voient d'autant plus qu'ils sont plus nombreux. Ils se sont développés. Oui, vous le dites, les médias n'y sont pas pour rien. Et d'ailleurs, vous citez dans votre livre plusieurs portraits de femmes qui ont été faits dans des magazines très sérieux. Par exemple, dans le Nouvel Observateur, je lis un passage. Robe près du corps à imprimer fleurie, silhouette et déplacement gracieux, la James Bond girl de Bercy tend la canette siglée, ses ongles vernis de couleur taupe enserrent le métal argenté. Et on parle de Fleur Pellerin. Fleur Pellerin qui devient alors ministre au numérique. On ne parle pas d'une geisha ou d'une James Bond girl. Alors effectivement, là on a tous les clichés d'un coup, pourrait-on dire, qui portent en général sur les femmes, c'est-à-dire dans les descriptions. Donc son physique, la manière dont elle est habillée, et puis là, dans le cas précis qui est celui de Fleur Pellerin, une allusion à peine voilée à ses origines asiatiques. Associée à la sensualité. Voilà, alors elle est décrite, elle, entre la James Bond girl, la geek, l'espionne un petit peu dangereuse aux ongles acérés. On a vraiment pour elle un registre de cet ordre assez fréquent en fait. Oui, et c'est vrai qu'on imagine ça très mal pour un portrait de Bernard Cazeneuve qui était ministre du budget peut-être au même moment. Alors en général, les portraits masculins ne donnent que très très exceptionnellement ce genre d'annotation sur le physique, sur les vêtements, sur l'allure, sur la beauté ou sur la laideur, parce que ça arrive très fréquemment pour les femmes. Ça arrive, mais c'est vraiment quasi exceptionnel. Qu'est-ce que ça dit de la perception des femmes politiques par les médias? Alors, je pense que ça dit de la perception des femmes en général par les médias et pas spécialement des femmes politiques. Ça dit effectivement qu'elles ne sont pas traitées sur le même pied que les hommes, mais il faut faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr, les journalistes y sont pour quelque chose. Bien sûr, les femmes politiques qui acceptent aussi de parler de leurs vêtements, de leur vie privée, etc., ils sont pour quelque chose. Mais on peut dire aussi, ce qu'on voit là dans la presse, c'est aussi nos propres stéréotypes à nous. Et la presse, c'est presque une loupe grossissante de ces stéréotypes. Vous parlez aussi du registre psychologique et sentimental sur lequel sont traitées les femmes. Est-ce que c'est plus vrai pour les femmes que pour les hommes? Est-ce que c'est pas une dérive générale? Vous parlez d'ailleurs de cadrage harlequin pour parler de cette collection de romans à l'eau de rose. Alors je pense que c'est une dérive générale parce que en gros, on peut dire que depuis une trentaine d'années, il y a une tendance à la psychologisation des portraits qui est très visible. Mais des hommes politiques. Des hommes politiques, des femmes politiques, une explication de leur comportement quasi exclusivement par la psychologie, bien plus qu'un intérêt pour les programmes ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on voit les femmes arriver en politique, ce cadrage s'est généralisé. L'exemple, je dirais le plus clair, c'est l'exemple de Ségolène Royal pendant la campagne électorale de 2007, où on va expliquer a posteriori, mais déjà un tout petit peu pendant la campagne, que son comportement, le fait qu'elle ait voulu être présidente, n'est pas lié à sa carrière, n'est pas lié à une ambition qui serait tout à fait légitime chez un mais sa relation avec François Hollande. Voilà, en fait, le fait qu'elle serait une femme trompée et que comme femme trompée, elle se venge, et sa manière de se venger, c'est de l'empêcher lui d'être candidat. Ça, c'est effectivement un roman à l'eau de rose typique, mais alors qu'on peut retrouver pour d'autres cas. Mais c'est vrai que ça s'applique parfaitement bien quand l'ordre des sexes est bouleversé. Oui, vous consacrez d'ailleurs toute une partie de votre livre à la campagne de Ségolène Royal que vous avez suivie de près. Vous racontez aussi cette anecdote quand Ségolène
Ségolène Royal ne parvient pas à répondre à une question sur le nombre de sous-marins nucléaires français, et on en fait des tonnes dans la presse. Mais Nicolas Sarkozy, dites-vous, eh bien lui, il ne sait pas non plus ce même nombre de sous-marins français une semaine plus tard, mais ça ne fait aucun remous. Comment ça s'explique? Alors on le voit d'ailleurs très bien dans le documentaire dont vous avez passé un extrait tout à l'heure, puisque ça a été repris ce moment-là. Alors d'abord, il y a une différence de comportement entre l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'elle dit je sais pas, bah ouais je sais pas. Et puis lui essaye d'argumenter en disant ah oui mais c'était pas les mêmes sous-marins, que la question était pas claire. Bon alors ça déjà c'est des différences de socialisation très nettes entre les garçons et les filles dès l'enfance, bien sûr. Et puis il y a aussi que lorsqu'une femme se trompe, en politique mais aussi ailleurs, c'est quasiment automatiquement pris comme un signe d'incompétence et non pas comme une erreur qui peut arriver à tout le monde. Une erreur dans une campagne électorale, il y en a plein. Il peut aussi arriver que les femmes politiques utilisent justement ce registre du genre. On le voit par exemple avec Marine Le Pen, c'est ce que vous racontez. Alors j'ai trouvé un tract de Marine Le Pen où on la voit dans une représentation très féminine, où elle est représentée comme une mère de famille. Quel est l'objectif de ce type de représentation ? Alors Marine Le Pen, elle a très bien compris qu'il fallait jouer sur les rôles traditionnels féminins, d'abord parce que son électorat est attaché à des rôles traditionnels féminins, donc elle se présente comme une mère, elle se présente comme une épouse, elle modernise un peu le tout parce que quand même elle explique bien qu'elle est divorcée. C'est aussi une manière pour elle de compenser le handicap qui est celui de son nom de famille, si j'ose dire. C'est-à-dire que en se présentant comme une femme, comme une mère, comme une fille, ce qui est pénalisant pour les autres femmes parce que ça les minorise, c'est quelque chose qui, elle, l'humanise. Donc autrement dit, qui la distingue de son père. Et ça, c'est du coup une stratégie... Donc elle n'est pas la copie de son père, justement. Elle n'est pas la copie de son père. Disons que c'est une manière qui accompagne la stratégie, je dis bien stratégie, de dédiabolisation. Rien à voir au niveau politique, mais plus étonnamment, Martine Aubry aussi, au début des années 2000, elle a posé dans Paris Match pour polir une image qui était elle aussi très autoritaire. Vous le racontez, c'était la femme des 35 heures. Et justement, eh bien, elle dit, elle quitte tout pour l'homme qu'elle aime. Puis accessoirement pour la mairie de Lille. Accessoirement pour la mairie de Lille. Alors je crois que là c'est aussi une autre période, c'est-à-dire c'est le moment où la parité est en train de s'imposer dans l'espace public avec un argumentaire de justification qui est la proximité, le fait que les femmes seraient plus concrètes, plus proches des électeurs, etc. Et puis elle a effectivement un handicap, mais d'après dans les entretiens que je mentionne dans le livre, elle l'a fait contrainte et forcée. Vraiment faire ce genre d'interview, je vais rejoindre à Lille l'homme que j'aime. Voilà, je sais qu'elle l'a fait contrainte et forcée, que c'est pas du tout le genre de communication qu'elle apprécie. Mais en réalité, on voit bien comment pour les femmes politiques, c'est aussi très difficile d'échapper à ce type d'argumentaire. Dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de publicité, de la façon dont la publicité convoit des stéréotypes. Et je voudrais justement vous faire réagir bien à ce scandale des affiches de Yves Saint Laurent. On peut voir des femmes dans des poses plus que suggestives. Certaines associations dénoncent le fait qu'il y ait une culture du viol qui inspire les grandes marques de luxe. Est-ce que vous iriez aussi loin ? Alors, ce que je trouve plutôt intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle fait réagir, elle fait réagir très vite. C'est-à-dire que sur la publicité, par rapport à il y a encore 20, 30 ans, la réaction est assez immédiate et la publicité est sortie, je crois, de l'espace public. Alors qu'on a beaucoup plus de tolérance sur d'autres images, sur d'autres discours. Donc je trouve ça très bien que cette image, qui effectivement, par ailleurs, est assez peu esthétique, c'est assez peu réussi, soit retirée de la publicité. Moi, ce que je remarque plutôt, c'est ça, une plus grande sensibilité, qui est plutôt bon signe, du coup, qui ait une plus grande sensibilité à ce genre d'images. Alors après, on peut trouver évidemment dommage qu'elles existent encore. Merci beaucoup Frédéric Matonti d'avoir répondu à mes questions. Et je rappelle le titre de votre livre, Le genre présidentiel, qui paraît donc le 16 mars aux éditions de la Découverte. Merci. Merci beaucoup Tam. Il est bientôt 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres de cette nouvelle édition de Présidentielle 360.
Les sarkozystes au cœur de la nouvelle équipe de François Fillon. L'organigramme de campagne a été dévoilé ce matin et il fait la part belle aux proches de l'ancien président. C'est le cas avec la promotion de François Baroin, le sénateur maire de Troyes qui sera chargé du rassemblement. Le détail à suivre. Bernard Cazeneuve au secours de Benoît Hamon. Le Premier ministre s'est rendu au QG du candidat socialiste en difficulté dans les sondages et fragilisé par les nombreux ralliements à Emmanuel Macron. Une visite opportune sous forme d'avertissement. On en parle dans cette édition. Emmanuel Macron pour la première fois devant Marine Le Pen dès le premier tour selon un sondage avec 26% d'intention de vote. Il dépasse la candidate du FN créditée quant à elle de 25%. Le candidat d'En Marche qui pourrait bénéficier de nouveaux ralliements dès demain de l'aile droite du PS. Le débat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission #présidentielle 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Nora Hamadi en direct de Bruxelles. Le multiplex, c'est tout de suite. Les 28 sont donc réunis à Bruxelles aujourd'hui, alors que Donald Tusk vient d'être réélu à la tête du Conseil européen. Et on vient de l'apprendre, la Pologne va d'ailleurs bloquer la déclaration finale du sommet. Alors avant de retrouver Nora Hamadi en direct de Bruxelles, on voit tout de suite les enjeux de ce sommet avec Cécile Sixou. Brexit, zone euro en berne, crise des réfugiés, le colosse européen a été ébranlé mais il n'est pas mort. C'est en tout cas ce que veulent montrer les 27 chefs d'État européens. Ils doivent se mettre d'accord sur une déclaration commune sur l'avenir de l'Europe à l'occasion des 60 ans du traité de Rome fin mars. L'Europe doit être utile au monde. L'Europe, ça a été un exemple, et c'est pour ça que nous fêtons cet anniversaire, un exemple de paix, un exemple de stabilité, un exemple de liberté, un exemple de démocratie. Eh bien, demain, l'Europe doit non seulement être un exemple, mais doit être utile, c'est-à-dire peser sur le destin du monde. Il y a 3 jours, François Hollande a remis sur la table l'hypothèse d'une Europe à plusieurs vitesses lors d'un mini-sommet à Versailles, avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, une des hypothèses de reconstruction. L'Europe, elle doit à la fois protéger et donner du progrès. Protéger, c'est la défense européenne qui doit avancer, c'est la sécurité des frontières, c'est la lutte contre le terrorisme. Elle doit donner du progrès, c'est l'emploi, c'est la croissance, c'est une conception d'harmonisation fiscale et sociale pour que l'Europe puisse, dans la compétition mondiale, prendre toute sa place. En tout cas, les 27 pourront compter sur le Polonais Donald Tusk, tout juste réélu à la tête du Conseil. Et il l'assure, il fera de son mieux pour rendre l'Union européenne meilleure. Et on prend tout de suite la direction de Bruxelles où nous attend Nora Hamadi. Nora, on vient de l'apprendre. Finalement, la Pologne va bloquer la décision finale. Elle conteste la réélection de Donald Tusk, personnalité contestée dans son propre pays. Effectivement, Delphine, les Polonais avaient prévenu Donald Tusk a été un casus belli ces derniers jours. La Pologne avait même, il y a quelques jours, présenté son propre candidat contre Donald Tusk. Donc Donald Tusk, l'ancien Premier ministre polonais, qui a été depuis remplacé par Beata Szydło, Première ministre issue en fait du parti Droit et Justice, un parti particulièrement populiste. Ils avaient donc présenté leur propre candidat, avaient essayé de rallier plusieurs pays, de sorte à bloquer cette candidature, sans succès. Il y a environ 2 heures, donc Donald Tusk a été réélu pour un mandat de 2 ans et demi. Et donc là, les Polonais, bien entendu, mettent en action en fait ces menaces. Ils avaient dit il y a encore quelques heures que s'ils n'obtenaient pas gain de cause sur ce dossier, ils bloqueraient toutes les décisions. Alors, pour être clair, ça ne change pas grand-chose en fait à ce qui va se passer aujourd'hui. Là, s'ils indiquent en fait qu'ils bloqueront les conclusions de ce soir, c'est juste qu'ils ne mettront pas leur signature aux dernières déclarations de ce sommet. Donc, finalement, c'est déjà arrivé plusieurs fois, donc il n'y a pas, on est plus dans une forme de gesticulation que dans une dimension véritablement politique qui pourrait bloquer en fait une prise de décision. Donc là, on est encore finalement dans un dernier baroud d'honneur des Polonais dans ce dossier sur lequel ils se sont retrouvés aujourd'hui totalement isolés. Et Nora, il faut dire que ce sommet se poursuit demain. L'enjeu est aussi crucial puisque pour la première fois, l'Union européenne sera réunie à 27 sans les Anglais sur fond de Brexit, je le disais. Avec cette question, peut-on éviter une Europe à plusieurs vitesses ?
Effectivement, Delphine, c'est donc une des premières fois que le sommet va officiellement se dédoubler, le jeudi soir à 28 et le vendredi à 27. L'idée, c'est donc de discuter de cette Europe de demain, cette Europe qui doit être entérinée lors du sommet des 60 ans du traité de Rome le 25 mars prochain. L'idée, donc, c'est de voir dans quelle mesure cette Europe peut fonctionner en cercle différencié, en coopération différenciée. Il y a plusieurs termes autour de cela. Des coopérations donc renforcées qui seraient mises en œuvre sur des thématiques bien spécifiques et qui engageraient des pays différents et volontaires. Mais dans les textes, cette possibilité existe déjà finalement, et ce depuis 20 ans, depuis le traité de Maastricht. Et elles existent notamment sur des coopérations sur Schengen ou sur la zone euro. On peut parler clairement de coopération renforcée. Autre dossier, on a vu que par exemple sur l'existence d'un parquet européen ou encore sur les brevets ou sur les divorces transnationaux, des coopérations renforcées ont été mises en œuvre. Donc on essaye là, par le biais de ce sommet et donc des 60 ans du traité, de nous faire passer un petit peu du vieux pour du neuf, pardonnez-moi l'expression. Mais l'idée, c'est quand même de permettre en fait une poussée de certains pays européens vers plus d'intégration. Fondamentalement, là, ce qui va se jouer, c'est autour surtout de la question de la défense européenne, quelque chose qui n'est pas forcément évident pour la plupart des pays européens. Inutile de vous dire qu'au sein des 27, les divisions sont nombreuses, notamment dans les pays dits périphériques, les pays du nord de l'Europe, les pays de l'Est qui ont peur d'être potentiellement exclus du cœur du réacteur. Du côté de la Commission européenne ou du côté notamment de la diplomatie française, on rassure, il est hors de question d'arrêter de fonctionner à 27. La règle, on doit rester à 27, c'est la règle, et la coopération différenciée doit être une exception. Mais au vu des divergences qui sont apparues ces derniers mois, que ce soit sur la crise grecque, que ce soit sur la crise des réfugiés, autant vous dire que cette mise en œuvre apparaît comme encore plus de possibilités pour une future désunion européenne. Merci beaucoup Nora Amadi, vous étiez en direct de Bruxelles. On en vient maintenant à la campagne pour la présidentielle en France. Il veut rapidement tourner la page des affaires et se consacrer exclusivement à la campagne. François Fillon a pour cela dévoilé son nouvel organigramme, une nouvelle équipe resserrée qui porte la marque des sarkozystes. Jérôme Rabier avec Stéphane Amalian. Matinée chargée pour François Fillon à son QG puisque le candidat à la présidentielle a commencé de bonne heure à recevoir les centristes. De nouveau à ses côtés, ils ont obtenu des ajouts sur son projet et la validation de l'accord pour les législatives. Nous sommes tous derrière, à travailler parce que l'ambiance est au travail. Le projet sera présenté et les centristes s'y retrouveront très bien. C'est ensuite un comité politique qui s'est tenu et là encore l'objectif est de rassembler large pour repartir en campagne avec l'arrivée de François Baroin en charge du rassemblement politique et la nomination de Luc Châtel au poste de porte-parole. Mais ne dites pas à ce dernier que c'est le retour en force des sarkozystes. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de sarkozystes, de juppéistes, de leméristes. Il y a des électeurs de droite qui veulent gagner. Il y a une France qui souffre. Et rien ne serait pire que de la mettre entre les mains de celui qui est finalement l'héritier de François Hollande. Nos électeurs de droite, ils sont en colère. Ils veulent qu'on se rassemble. Ils veulent qu'on aille au combat. Ils veulent qu'on gagne. Et donc là, il n'y a plus de chapelle. Plus de chapelle, mais une équipe élargie dont la répartition des postes doit encore être précisée. Tout comme le projet dont François Fillon présentera le chiffrage dès lundi prochain pour tenter de relancer sa campagne. De son côté, Benoît Hamon, à la peine dans cette campagne, a reçu une visite de poids avec la venue dans son QG de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre qui est venu rappeler aux vainqueurs de la primaire la nécessité de rassembler pour contrer le Front National. Mounir Soussi. Bernard Cazeneuve au QG de Benoît Hamon pour redonner de l'élan aux candidats. Au moment où de nombreux cadres du PS rejoignent Emmanuel Macron, le Premier ministre vient s'afficher aux côtés de Benoît Hamon qui a besoin de reprendre la main dans cette campagne. C'est pour moi un immense honneur et privilège qu'il soit venu jusqu'ici pour m'apporter son soutien. Bernard Cazeneuve s'est déplacé à la demande de Benoît Hamon. Loin d'une simple visite de courtoisie, le Premier ministre a averti le candidat sur son obligation à unifier son camp. J'ai aussi dit à Benoît Hamon ce que je lui ai toujours dit franchement. Nous sommes à un moment où il faut rassembler. Cela signifie qu'il faut inscrire l'espérance qu'il incarne dans la continuité de ce qui a été fait de positif pendant ce quinquennat. Bernard Cazeneuve invite son ancien ministre à ne pas renier le bilan. Il a effectué le service minimum et n'a déclaré formellement à aucun moment qu'il soutenait Benoît Hamon.
Dans l'équipe du vainqueur de la primaire, on souhaite passer au plus vite à une nouvelle phase dans cette campagne. Maintenant, on va discuter projet contre projet et pas ralliement contre le ralliement. Une élection présidentielle, c'est le lien direct entre une personnalité et les Français. Invité ce soir dans une émission en direct, Benoît Hamon va détailler son programme et sa proposition de revenu universel. Pour prendre de la hauteur et revenir sur le fond, il dévoilera demain son projet européen. Et on ouvre le second débat de Présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Segonne, bonsoir. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Merci d'être avec nous. Eddy Fougier nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Thierry Vedel, bonsoir. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et enfin, Emmanuel Rivière, bonsoir. Vous êtes directeur de Kantar Public France. Première question pour vous, Nathalie Segonne. Cette visite de Bernard Cazeneuve, on vient de la voir aujourd'hui au QG de Benoît Hamon. C'est un soutien du bout des lèvres, on le disait, mais aussi une sorte d'avertissement. Il faut penser à rassembler sa famille politique si on veut contrer le Front National. Tel est le message en substance délivré par Bernard Cazeneuve. Quelle lecture faites-vous de cette venue aujourd'hui ? La lecture, elle est très simple. On peut dire que la majorité, le gouvernement, le président de la République sont quand même aujourd'hui et le Parti socialiste sont quand même très inquiets de la tournure que prend la campagne de Benoît Hamon, avec chaque jour l'annonce d'une personnalité qui préférera voter Emmanuel Macron, alors sous le prétexte du vote utile, mais c'est évidemment parce que Benoît Hamon lui-même n'a pas fait les gestes, s'est tourné vers Jean-Luc Mélenchon, vers les écologistes, mais pas du tout vers sa famille politique, et avec un programme qui n'a jamais été débattu, qui n'a jamais été discuté au sein de cette majorité, qu'aujourd'hui on en est là. Donc c'était glacial, hein. Les images sont glaciales de ce qu'on a vu aujourd'hui, de ce soutien. C'est un soutien. En plus, Bernard Cazeneuve est quelqu'un qui n'aime pas du tout, mais alors pas du tout Emmanuel Macron, donc on ne peut pas le suspecter de pencher et d'hésiter entre l'un et l'autre. Donc c'est un soutien, mais c'est un soutien du style reprends-toi. Enfin maintenant, fais le nécessaire, rassemble tout le monde, fais les gestes, revois ton programme, etc. Ça peut encore peser, selon vous, Thierry Vedel, ce soutien du Premier ministre Bernard Cazeneuve à Benoît Hamon, ou est-ce que c'est presque déjà trop tard ? Ce qui est bien plutôt, c'est qu'on est dans une phase de clarification. C'est que progressivement déjà, on sait quels vont être les candidats. Parce que c'était pas évident, on le sait à travers déjà ces gestes-là, et aussi à travers la publication régulière des parrainages qui nous donne une indication très très précieuse. Donc on va avoir une clarification sur les candidats, et enfin j'espère on va pouvoir entrer un petit peu dans la discussion sur les projets, et là il va y avoir une autre clarification. Oui, Benoît Hamon qui d'ailleurs va présenter une nouvelle mouture certainement de son projet. On sait qu'il est l'invité de l'émission politique ce soir sur France 2. Il va peut-être entendre ce message où tout le monde lui dit il faut un petit peu adoucir ton projet. Tu as fait peur notamment avec cette mesure qui était très contestée, qui a fait l'unanimité contre elle, celle du revenu universel. Il va devoir infléchir aussi son programme pour empêcher, Nathalie Segonne le disait, cette hémorragie des poids lourds du Parti socialiste vers Emmanuel Macron. Alors il faut faire très attention aussi, parce que là, on parle de soutien. Du côté des électeurs, rien n'est vraiment joué. Je crois qu'il faut être très très prudent. Par exemple, si on regarde les électeurs qui sont vraiment décidés à participer à l'élection, on en a à peu près, j'espère que je ne me trompe pas, autour de 60%. Voilà. Voilà. Donc, il y a encore des réserves de mobilisation. On ne sait pas du tout comment ça va fonctionner. La candidature Macron reste encore une énigme, parce qu'on voit qu'il attire aussi bien des électeurs de gauche et de droite. Et là, peut-être qu'il y a un moment où il va falloir qu'il tranche un petit peu les choses. Je ne sais pas s'il va pouvoir jouer cette synthèse tout le temps. Donc voilà, on entre dans une phase un petit peu plus complexe. Ouais. Emmanuel Rivière, peut-être sur à la fois le soutien de Bernard Cazeneuve à Benoît Hamon. Je posais la question, ça vous paraît être finalement trop tard pour pouvoir relancer la campagne de Benoît Hamon? Que disent justement les sondages, les intentions de vote des électeurs? En fait, je pense que ce n'est pas très important. C'est tout le problème de cette campagne, c'est qu'on est dans une campagne qui est sans doute, elle, la plus importante qu'on ait vécue depuis les années 80. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les élections présidentielles ont à peu près toujours rythmé l'alternance gauche-droite. Là, on est dans une campagne qui peut-être va accoucher d'autre chose, et elle est devenue la campagne la moins lisible de toutes, ce qui est d'une certaine manière normale, mais d'une autre manière assez regrettable. Et en fait, cette campagne se donne à voir depuis quelque temps sur la question
des ralliements, sur la question des appareils, du positionnement par rapport aux partis politiques. Mais on est aussi dans un moment où précisément le personnel politique peine à produire du sens parce que le système est un petit peu usé, que les personnalités sont décrédibilisées. Elles ne sont pas moins bonnes qu'il y a 10 ou 15 ans, simplement elles sont dans une phase d'usure plus accélérée. Et donc ces questions sur lesquelles se focalise la campagne, qui soutient qui se retire de la campagne de qui, il revient à toute allure, en fait produisent un effet délétère sur des gens qui considèrent que cette campagne elle est à la fois peu lisible et minable, quand les primaires avaient au contraire consisté à mettre les choses en face, à mettre des projets sur la table. Et toute l'ambiguïté, elle est là pour Benoît Hamon, exactement là. C'est-à-dire que son projet sur le revenu universel est précisément ce qui lui a permis de gagner aussi. Avec une proposition qui a suscité l'attention, l'intérêt et un critère de nouveauté. Et effectivement, derrière, quand on rentre dans la campagne, et il faut s'appuyer sur un appareil, et là, l'appareil ne suit pas. On parlait d'Emmanuel Macron pour la première fois un sondage, le place en tête au premier tour devant Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'elle est sous-estimée dans les intentions de vote, Marine Le Pen ? C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être Emmanuel Macron qui est surestimé, puisqu'a priori, c'est moins de 50% des soutiens d'Emmanuel Macron dans les enquêtes, là je parle sous l'autorité du sondeur local, que les électeurs sont sûrs d'aller voter pour Emmanuel Macron. Du côté de Fillon ou du côté de Marine Le Pen, on est plus proche de 70, 75, 80%. Donc ça veut dire que potentiellement, les 25-26% de Macron, c'est plutôt 13-14, sûr. Après le reste, effectivement, ça peut être lié à beaucoup d'évolutions, puisque je dirais la popularité d'Emmanuel Macron, en tout cas quand on le voit dans les intentions de vote, est une popularité par défaut. Parce qu'effectivement, à gauche, Benoît Hamon n'arrive pas nécessairement à convaincre. Il y a une tribune qui va être publiée de l'aile droite, vous l'avez dit, du Parti socialiste qui va soutenir Macron. On le voit avec Bertrand Delanoë également. Et à droite, il y a des interrogations sur le centre droit. Alors, il y a eu le message envoyé par François Bayrou. Du côté de l'UDI, ils sont plutôt favorables à Fillon. Mais peut-être à un moment donné, effectivement, on va siffler la fin de la partie et le bon vieux clivage droite-gauche va reprendre des siennes parce que le premier tour sera un vrai faux premier tour. C'est-à-dire qu'on ne va pas désigner le candidat pour le second tour, on va désigner en dehors de Marine Le Pen celui qui est susceptible de gagner, ce qui va tout changer. Et là, peut-être que les électeurs vont réfléchir à deux fois avant de mettre leur bulletin Macron dans l'urne. Ouais. Nathalie Segonde, c'est le résultat du vote utile qui est en train de se mettre en place, Emmanuel Macron, au premier tour dans ce sondage. Selon vous, on voit bien, justement, avec, c'était rappelé, tous ces ralliements des poids lourds du Parti socialiste. On parle aussi de Jean-Yves Le Drian, paraît-il, Claude Barthelone encore, qui hésite. Jean-Marc Ayrault, Ségolène Royal. On peut tous les effectivement, citer, je pense que les noms vont continuer à... Je pense que retomber dans le clivage droite-gauche, pour l'instant, honnêtement, Emmanuel Macron, effectivement, apparaît comme le vote utile. C'est-à-dire tant qu'il apparaîtra comme celui qui empêche Marine Le Pen de gagner, enfin le vote le plus efficace pour notamment à gauche, pour qu'on n'ait pas un face-à-face Fillon-Marine Le Pen, plus il apparaîtra ainsi et plus les gens de gauche, même s'ils n'étaient pas forcément séduits par Emmanuel Macron au départ, auront tendance à vouloir voter pour lui. Donc c'est ce qui joue. Et je pense, pour rebondir sur les propos de mon voisin, qu'il fera en sorte de ne pas trancher, de ne jamais trancher justement dans son programme, dans ses propositions entre la droite et la gauche, pour toujours pouvoir rassembler le plus largement possible, ne pas heurter ni à droite ni à gauche, pour être dans cette position de on va voter pour lui dès le premier tour pour empêcher ce second tour fatal. Parce que quand même, François Fillon s'est beaucoup radicalisé ces derniers temps, pour tout un tas de raisons qu'on connaît. Il s'est quand même beaucoup déporté sur la droite. Et, Benoît Hamon s'est beaucoup déporté sur la gauche pendant la primaire. Avec son programme modéré, Macron, il est quand même en position de rassembler quand même beaucoup de Français. Ouais. Un programme modéré, mais à force, c'est bien de voir tous ces ralliements des anciens ministres. Ça peut peut-être aussi lui être préjudiciable à Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous, Thierry Vedel ? Il y a quelque chose de paradoxal, parce que c'est un petit peu la vieille politique qui rejoint la nouvelle politique et la nouvelle génération. Je ne sais pas si c'est un passage de témoin pour Barthelone et les autres et tout ça. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais introduire peut-être dans la discussion
discussion, c'est que je me demande finalement si l'élection présidentielle, ça va être l'élection centrale cette fois-ci. Parce que si on a Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, on va se retrouver avec des candidats qui n'ont pas de majorité parlementaire garantie. Et donc l'élection décisive, ça va être les élections législatives, et c'est là où tout va se jouer. Et c'est peut-être un petit peu comme ça que la dynamique de la campagne va peu à peu s'enclencher. Et finalement, là, ça pourrait donner à n'importe quel résultat au second tour, puisque le vote présidentiel pourrait être un exutoire, un vote protestataire ou autre, si on réalise que l'élection centrale est importante, ce sont les élections législatives. Mais pour les Français, l'élection majeure reste quand même l'élection présidentielle. Emmanuel Rivière, ils n'ont pas forcément en tête les luttes d'appareils qui auront lieu pour les législatives ou encore les sénatoriales. Mais je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que la mécanique veut que la reproduction de la présidentielle donne à la majorité absolue ou une majorité à l'Assemblée nationale à celui qui aura remporté la présidentielle, pas du tout écrite dans le cas d'une victoire d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, même on ne connaît pas d'expérience d'une élection législative consécutive à la présence d'un candidat du Front National au second tour avec plus de 25% au premier tour. Il y a aussi une incertitude de ce point de vue-là, même en cas de victoire de François Fillon et une victoire hypothétique de Benoît Hamon. Donc c'est vrai que ça pourrait être l'élection décisive, sauf qu'on ne l'entend pas comme ça. Mais même cette élection présidentielle, si importante aux yeux des Français, très franchement, elle est très en dessous des attentes, comme chacun le ressent bien. Mais nous, on interroge tous les jours des Français qui s'expriment. Le mot qui revient, c'est minable. Cette élection, en fait, elle est extrêmement décevante. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ait un nombre de personnes qui se disent certaines d'aller voter aujourd'hui historiquement faible. Ça conduit effectivement à une forte abstention. Ça, c'est aussi ce que vous disent les gens dans les intentions de vote. Oui, parce que le discrédit et le dégoût ne se reportent pas, contrairement à ce qu'on raconte souvent trop facilement, mécaniquement sur Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Front National dans ce pays. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le réflexe abstentionniste peut être important. Après, je crois qu'il y a trois élections. Il va y avoir ce premier tour où la logique de vote utile va peser énormément, et c'est vrai que dans la position où il est, Emmanuel Macron peut être assez facilement le bénéficiaire d'un vote utile pour éviter, pour des électeurs de gauche, pour éviter le duel Fillon-Le Pen. Marine Le Pen, sa présence au second tour est quasi certaine, et là ça va être une autre élection. La campagne d'entre-deux tours, je crois que c'est difficile d'anticiper ce qu'elle sera, et là aussi avec des prises de position qui pourraient être assez fragilisantes pour les partis politiques. Et puis il y aura l'élection d'après, peut-être qu'on cherchera à faire de législative une vengeance, un point de clarification, un point de correction. Eddy Fougier, qui doit-elle le plus redouter aujourd'hui? Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon? On a vu qu'il justement radicalisait son discours avec aussi un électorat qui se radicalise quelque peu. Alors, moi, je pense que Marine Le Pen a plus de chances de l'emporter si elle fait face à Emmanuel Macron. D'autant plus si Emmanuel Macron a de plus en plus de soutien de la gauche. Et s'il a le soutien du président de la République, là, la thématique du Hollande bis, effectivement, peut être assez un refouloir, un rebutoir, pour les électeurs de droite. Il peut être crédité justement par ces ralliements dont on parlait. Je m'interroge sur l'aspect du moment. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on voit les enquêtes d'opinion, on se dit Marine Le Pen va passer au second tour. On a déjà intégré ça, mais on ne se rend pas compte que si elle fait 30% des voix, et si la droite n'est pas qualifiée au second tour, c'est un 21 avril puissance 10. Puissance 10. La droite, depuis 65, a systématiquement été qualifiée pour le second tour. Donc ça veut dire qu'une partie de l'électorat qui va être de plus en plus hystérisée, compte tenu de ce qui s'est passé il y a le 15 mars, avec peut-être la mise en examen de François Fillon. Donc les médias, la justice, la gauche va être montrée du doigt. Donc cet électorat n'aura peut-être pas envie de voter en faveur du Hollande bis, parce que la thématique entre les deux tours va intervenir, avec le sentiment qu'on lui a volé sa victoire et qu'il y a un problème avec la démocratie française. Donc ce moment peut être effectivement un basculement. Donc je pense que Marine Le Pen a plus intérêt à avoir François Fillon face à elle. Nathalie Segonde, on parle de François Fillon. On a vu aujourd'hui son nouvel organigramme justement avec les sarkozystes qui reviennent en force. Là, il faut aller vite, apparaître en ordre de bataille. C'est une bonne chose justement pour aller
parler sur le terrain de Marine Le Pen, sur le terrain des abstentionnistes, la présence de ces sarkozystes dans l'équipe de campagne de François Fillon, selon vous? Moi, j'ai l'impression quand même que l'électorat de Marine Le Pen est très consolidé, et ne bougera plus. Enfin, je suis pas sondeur, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait énormément de voix à prendre de ce côté-là. Je pense que les sarkozystes sont là parce que, tout simplement, ils ont empêché le retour de Alain Juppé. Donc, c'est la monnaie d'échange en quelque sorte. Ils sont réintégrés dans l'équipe et avec beaucoup plus de poids qu'auparavant. Ils sont remerciés en quelque sorte. Mais je pense que quand même François Fillon devrait essayer de se tourner vers le centre droit, enfin essayer plutôt de rassembler toute la droite. Une partie de la droite a quand même... C'est la mission de François Baroin d'ailleurs, rassembler. Ouais, voilà. Ce sera tout le travail sans doute de François Baroin qui parle davantage à cette droite-là, d'aller récupérer des gens qui ont été heurtés par le Penelope Gate, etc., par ce qui s'est passé ces derniers temps. Ceci dit, moi je pense que je crois plutôt au plafond de verre auquel se heurtera Marine Le Pen, mais ça pose quand même un problème, parce qu'effectivement, un vote Macron peut être un vote par défaut, donc ça peut être une victoire par défaut sur un programme finalement que les Français n'auront pas, auquel ils n'adhèrent pas complètement, parce que c'est quand même un programme sur les retraites, sur l'assurance chômage, c'est quand même assez révolutionnaire ce qu'ils proposent, et donc on risque d'être de nouveau face à cette situation où, enfin j'anticipe beaucoup, mais où comme sous le quinquennat Hollande, on a un programme qui est mis en place, qui est appliqué et qui n'est pas réellement soutenu par une majorité de Français. C'est effectivement ce qu'on s'achemine dans notre baromètre pour le Figaro Magazine, qui existe depuis 40 ans. Emmanuel Macron est à la première place. Le président de la République élu a toujours été dans les 2 premières places au mois de mars de ce baromètre. Mais il n'est qu'à 40%. Alors que le président de la République élu a toujours été à plus de 50% au mois de mars du même baromètre. Et c'est toute l'ambiguïté de ce que l'on décrit. En même temps, il est beaucoup plus haut que ses principaux adversaires. Et je suis bien obligé de croire un petit peu les sondages. Pour l'instant, face à Marine Le Pen, qui a effectivement un plafond de verre, notre baromètre annuel l'a un peu montré, il conserve une capacité de rassembler. Un peu à droite, beaucoup à gauche. Oui, mais sur une ambiguïté. Nathalie Segonde, sur quelque chose qui n'est pas clair. Parce qu'on évoquait tout à l'heure le clivage gauche-droite et bon, il faut le dépasser. Alors, le clivage gauche-droite partisan, peut-être on est en train de le dépasser, je ne sais pas. Mais il reste aussi ce qu'il y a du côté des électeurs, dans la façon de penser des électeurs, dans les attitudes politiques. Et là, il subsiste, parce que dans toutes les démocraties occidentales, on a à peu près les mêmes tendances. Là, D'une part, une montée de la défiance à l'égard du politique et également une polarisation. Se manifeste aux États-Unis depuis de nombreuses années, et je crois aussi en Europe, polarisation, c'est-à-dire crispation sur des attitudes politiques qui sont très différentes. Et je crois que sur les questions essentielles, c'est-à-dire le rôle de l'État, la confiance qu'on donne à l'individu, la solidarité, là, on a vraiment encore un clivage gauche-droite, et ça va être difficile pour Macron de le dépasser quand il va falloir répondre concrètement. Emmanuel Rivière. Peut-être rebondir et peut-être nuancer. La polarité gauche-droite, toujours aussi vive. Et c'est toujours un repère très important. Les Français se disent de gauche et de droite. Ce qui fait beaucoup moins sens, c'est l'idée que les gens de part et d'autre du milieu de l'échiquier politique ne puissent pas se parler, que des députés de centre droit ne votent pas la loi Macron qu'ils auraient applaudi des 2 mains si elle avait été présentée par François Fillon 5 ans plus tôt. C'est ça qui ne fait plus sens et c'est ça qui ne fonctionne plus. Sur ce clivage, effectivement, droite-gauche et diffusé, finalement, c'est assez clair peut-être pour tout le monde, à part justement sur la personnalité d'Emmanuel Macron qui clive encore. Est-ce que on peut le classer? Vous le classeriez plutôt à gauche? Pour l'instant, comme le disait Thierry Vedel, il essaie de passer entre les gouttes, c'est-à-dire de passer pour quelqu'un plutôt progressiste, pour reprendre son terme, aux yeux de la gauche, et puis quelqu'un qui fait référence à Jacques Chirac, Simone Veil ou à d'autres pour rassurer, et puis bon, bien sûr avec le soutien de François Bayrou, pour rassurer le centre droit. Mais encore une fois, j'insiste sur ce point, ça sera effectivement un vote par défaut, mais pour l'instant c'est un vote par défaut par rapport, exactement comme Bayrou en 2007, où la candidate socialiste était jugée pas suffisamment crédible aux yeux de certains au centre-gauche, et Nicolas Sarkozy était jugé trop à droite. Donc on est dans ce cas de figure, avec la situation effectivement de défiance par rapport, avec on a l'impression d'un système qui est en train de s'effondrer, mais à un moment donné, on va quand même
se poser la question de savoir quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de majorité et qui n'a pas de programme, il va devenir président de la République et va avoir le moyen d'actionner l'arme nucléaire. Donc il y a peut-être à un moment donné une interrogation à se poser. Je ne parle pas de mon point de vue personnel. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique à 22h. On va plus loin. Présenté ce soir par Perrine Tarnot. Bonne soirée à tous.